Bien, bonjour, bonjour à vous, bonjour chers collègues, Pape et les deux doctorantes qui sont sur place. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous cet après-midi, mais je me réjouis de l'organisation de ce colloque. Alors, cet après-midi, on va poursuivre les réflexions. Et donc, ce qui est prévu, c'est par rapport à ce qui a été proposé ce matin, d'arriver à la question d'hier à aujourd'hui, transformation des discriminations. Mais avant d'introduire les différentes personnes, je souhaitais faire des petits commentaires puisque je présente, enfin j'étais présente à distance ce matin et je n'ai pas pu intervenir. Est-ce que vous pouvez envoyer mon PowerPoint, s'il vous plaît? Je voulais d'abord réagir à alors donc la présentation qui a été faite par Beate Collet du colloque et au visuel qui a été choisi pour illustrer les documents de communication. Alors ça m'a évoqué une autrice qui est une personne de référence pour moi et sur laquelle je travaille, qui est Bellux. Et donc, je vous ai mis la page de couverture d'un de ces ouvrages qui nous permet de réfléchir justement à ces questions, à l'articulation entre dimensions de sexe, de race et de genre. Vous pouvez me passer l'autre. Et et qui a beaucoup, justement, elle était dans les cultural studies, donc elle a beaucoup réfléchi à la question de la représentation. Ce matin, on a commencé la journée justement sur la question des représentations croisées. Donc, je trouvais que Bellux était une référence intéressante pour outiller nos regards, puisque justement, ce qu'elle a pu montrer dans ses travaux, c'est l'importance centrale des images, des représentations, qui sont les véhicules de représentation stéréotypée, raciste, sexiste, classiste, et qui renforcent la suprématie blanche, hein, que ces images soient produites par des artistes blancs, blanches ou noirs, hein, par intériorisation du racisme, du sexisme, etc. Et donc, ce pourquoi elle a plaidé, c'est justement le développement d'une perspective qui prenne en compte les différentes dimensions de sexe, de classe comme de race et également les points de vue des spectateurs, spectatrices. Donc, ce qui est intéressant aussi, vous pouvez c'est que pour elle, le domaine de la représentation, c'est à la fois véhicule de ces stéréotypes, mais ça peut être aussi considéré comme un site de lutte. Et je vous ai mis une citation extraite de ces travaux. Donc l'enjeu, c'est, puisqu'on doit s'interroger aussi sur la question de comment agir, hein, c'est la deuxième partie de ce, enfin la deuxième, le sous-titre de ce colloque. Donc pour elle, il y a un enjeu à la fois de transformer ces images et de créer des alternatives, de changer les paradigmes sans doute, hein, changer les perspectives et les manières de regarder quand il s'agit de ces images. Donc, ce qui est central, c'est décoloniser justement nos manières de voir, de penser, de créer. Et pour faire transition avec ce qui va nous occuper cet après-midi, vous pouvez mettre la diapo suivante. Alors, je voulais partager avec vous une affiche. Et donc, c'est une affiche que j'ai vue dans un couloir d'un département universitaire, puisque la question qui est supposée nous occuper, c'est la question des discriminations à l'université. Et donc, vous pouvez mettre l'autre. Donc, c'était en fait une offre affichée à l'université pour des petits jobs d'été. Et ça me paraît intéressant justement cette affiche, hein, qui s'adressait aux populations des quartiers populaires à Strasbourg. Et donc là, on a bien l'articulation de différentes dimensions qui sont intéressantes, enfin qui sont à interroger justement. Alors j'en viens, je voulais aussi en transition avec ce qui a été présenté ce matin, puisqu'il y avait la question des représentations. On a eu aussi la question des paroles des personnes concernées. Et là encore,
la présentation de Fabrice, hein, qui portait, qui s'intitulait Parler ou se taire face au racisme vécu. Je trouvais des résonances, hein, par rapport aux féministes africaines-américaines ou au contexte états-unien, et ça me faisait songer à la fois, hein, les expériences de Bell Hooks, qui les a restituées dans ses biographies, mais aussi dans tous ses essais. Et ça me renvoyait aussi, bien évidemment, à Audre Lorde, hein, une féministe lesbienne africaine-américaine, qui mettait bien en avant que on ne pouvait pas hiérarchiser les différentes oppressions, et une citation assez connue aujourd'hui, c'est le silence ne te protégera pas. Et en lien avec la présentation qui a été faite du master sur les cheveux crépus, je référais encore à Bell Hooks, hein. Excusez-moi, je suis pas venue faire la promotion de Bell Hooks, mais ça résonne, hein, beaucoup par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin et qui pourra encore nous accompagner cet après-midi. Donc elle est à l'initiative d'un petit album de littérature de jeunesse, et on a la chance, c'était la première traduction de Bell Hooks en français en fait, et donc ça a été traduit en frisette en fait, et l'objectif c'était justement de permettre aux petites filles d'avoir des figures d'identification et leur permettre de se réconcilier avec leurs cheveux. Et dans Bell Hooks, hein, et dans sa biographie notamment, elle fait récit, hein, de ces séances assez traumatisantes pour elle, de défrisage de ses cheveux. Et je voulais aussi revenir sur la présentation qui a été faite ce matin par Maxime Goletto. Alors peut-être que parce que je suis à distance, j'ai mal entendu certaines choses, mais j'étais quand même un petit peu ennuyée par le parallélisme fait entre les travailleurs blancs sur les plantations, en mettant en avant qu'il n'y avait pas de solidarité de classe. Enfin, il me semble qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les personnes mises en esclavage. Et d'ailleurs, le terme de mise en esclavage est peut-être pour moi, enfin plus pertinent que celui d'esclavage. Mais peut-être que c'est parce que j'étais à distance que j'ai mal compris ce que Maxime disait. Alors j'en viens justement à notre session. Donc on va avoir cet après-midi trois personnes qui vont intervenir. Donc on va avoir d'abord vraiment l'honneur et la chance d'avoir parmi nous Pape Ndiaye. Alors Pape Ndiaye, pour moi, le travail de Pape Ndiaye est absolument central, hein, puisqu'il est l'auteur d'un ouvrage pionnier, La condition noire, essai sur une minorité française, qui a fait depuis sa première édition l'objet de réimpression. Et donc cet ouvrage est vraiment fondamental, hein, pour nos travaux et pour nos réflexions. Et Pape Ndiaye est depuis début mars, hein, si je ne me trompe pas, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration, et il est par ailleurs professeur d'histoire à l'Institut d'études politiques. Donc sans plus tarder, je vais vous passer la parole, Pape. Merci beaucoup, chers collègues. J'espère que vous m'entendez correctement. Je vois un petit Oui. décalage entre l'image et le son, donc j'espère que de votre côté ça fonctionne correctement. Merci donc, et en guise d'introduction finalement à cette table ronde, j'aimerais poser quelques idées à propos de cette question qui nous occupe, qui est celle de l'université, et en l'occurrence poser la question de comment parler de racisme et de discrimination à l'université. Cela suppose plusieurs choses. D'une part, que l'on reconnaisse que les lieux d'enseignement supérieur ne sont pas, par essence, protégés des phénomènes de racisme et de discrimination. On pourrait le penser d'une certaine manière, presque par paresse d'esprit, en se disant que les étudiants, les enseignants, la communauté universitaire en général est par nature, en quelque sorte, protégée des représentations négatives, habitués à l'exercice réflexif sur soi-même et sur les stéréotypes que l'on peut véhiculer, attentive également
aux interactions et aux phénomènes de domination, aux stigmates, à tout ce qui peut blesser également dans le cadre des relations quotidiennes, de ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-agressions. Or, bien entendu, il n'en est rien. Il faut considérer les universités comme des organisations en quelque sorte normales. Par là, je veux dire que les relations ordinaires qui sont celles de la société et d'autres organisations publiques et privées ont lieu à l'université. L'université peut être un lieu de différentes formes de violence et on l'a vu bien entendu par différentes formes de mobilisation contre les violences sexuelles et sexistes, pour ne prendre que cet exemple évident. Et donc, le monde universitaire est un monde qui est traversé par des enjeux qui sont des enjeux de racisme et de discrimination dans ces relations internes, si je puis dire, dans le fonctionnement même de l'organisation d'un strict point de vue sociologique, et puis également parce que ce monde est un monde producteur d'idées, c'est un monde aussi d'enseignement. Et donc il y a peut-être 4 questions que je voudrais poser, qui sont 4 questions au fond qui embrassent les thèmes principaux et les questions principales de l'université, celle de l'enseignement, celle de la recherche, celle de la prise de parole d'une manière générale des usagers de l'université, et puis bien sûr celle des associations, du monde associatif. Alors, commençons peut-être par la question de l'enseignement, qui est une question évidemment absolument décisive, dans la mesure où la réflexion sur les différentes formes de racisme et de discrimination peut utilement passer par un examen attentif des cours, des séminaires, de tout ce qui est proposé autour de cela. Il paraît très utile, en fait, de commencer par un état des lieux, au fond, de l'enseignement en général, dans toutes ses composantes, étant entendu que toutes les composantes peuvent participer d'une réflexion sur ces thématiques-là. Une forme de mise à plat, au fond, de l'enseignement pour voir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et à cette occasion, on s'aperçoit souvent qu'il y a des trous béants d'enseignement pour les étudiants de telle ou telle filière. Il ne s'agit pas nécessairement d'ailleurs de mettre en place des formations ou des cours qui seraient explicitement intitulés lutte contre le racisme ou les discriminations. Il y a de multiples manières de faire. En histoire, par exemple, ma discipline, enseigner sur ce qu'on peut appeler la racialisation du monde, c'est-à-dire le fait qu'à partir du XVIe siècle, les savoirs sur l'homme se réorganisent autour de l'invention des races qui divisent l'humanité selon des principes physiques, physiologiques et intellectuels spécifiques, avec bien entendu en lien direct la question du pouvoir des Européens sur le reste du monde dans le cadre de la colonisation. Cela est un enseignement qui est un enseignement d'histoire, qui permet de comprendre des racines intellectuelles du racisme qui n'existent pas depuis toujours, comme on le dit parfois de façon un peu trop rapide. Chaque discipline a ses approches, ses exigences, mais chaque discipline peut réfléchir sur des questions, y compris lorsqu'elles ne sont pas envisagées dans une perspective strictement contemporaine. Pour prendre l'exemple de l'économie, par exemple, il y a des travaux passionnants en économie sur les questions de discrimination. Donc, première chose, je dirais, mise à plat de l'enseignement pour voir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et souvent, on a des surprises, d'ailleurs, sur ce que l'on trouve lorsque l'on procède à cette opération d'éclairage synthétique de ce qui est fait à l'université. La deuxième composante majeure, c'est bien entendu celle de la recherche, dans la mesure où il convient de soutenir les recherches dans ces domaines
Il y a pour cela des outils, évidemment, qui sont à la disposition des universités. Encourager les jeunes chercheurs, flécher, colorer certains contrats doctoraux dans telle ou telle discipline. Il y a au fond une politique scientifique à avoir à l'échelle de l'université, à l'échelle de la commune, le regroupement universitaire où l'université peut jouer son rôle, bien entendu, également à l'échelle d'un soutien à des projets de recherche européens ou des projets de recherche type ANR pour obtenir des financements. Bref, une politique de recherche qui soit assez fermement engagée dans ces domaines, parce que sans politique de recherche venant en quelque sorte de la présidence de l'université, de ses instances dirigeantes, eh bien, les efforts peuvent s'étioler, les signaux ne sont pas envoyés en direction de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui peuvent dès lors se tourner vers d'autres domaines ou vers d'autres institutions. J'ai trop vu depuis une quinzaine d'années de jeunes chercheurs partir dans des universités hors de France parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils ne trouvaient pas tout à fait un accueil, disons, à leur travail, y compris dans sa dimension de soutien financier, à la mesure de ce qu'ils pouvaient espérer. Donc, politique de recherche affichée, proactive, présente, déterminée, qui accompagne la mise à plat de l'enseignement dont je parlais. Le troisième aspect du côté de l'université, c'est celui de la prise de parole. En effet, il est important, comme dans toute organisation, finalement, j'ai pu le voir en travaillant sur l'Opéra de Paris, par exemple, il y a quelques mois, que les usagers de l'université puissent très aisément, simplement, faire état des difficultés et des formes de discrimination qu'ils estiment rencontrer dans leur quotidien, également des violences symboliques qu'ils peuvent aussi rencontrer, des remarques racistes. Et on sait, comme je le disais, que cela peut arriver à l'université comme dans d'autres lieux. D'où l'importance d'une cellule, au fond, dans la même veine que ce qui existe à propos des violences sexuelles et sexistes, avec un affichage de manière à ce que chacun puisse être invité à s'exprimer, des permanences, numéros verts, bref, une attention là également proactive sur ces questions. Peut-être en n'attendant pas simplement que les gens se manifestent, mais en allant aussi fournir l'information par le biais d'affiches, par le biais d'interventions avant le début de l'année universitaire. Bref, montrer de façon très visible que les comportements racistes ou discriminatoires ne sont pas tolérés et qu'ils font l'objet et qu'ils peuvent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'il y a lieu de les cerner. Le quatrième point, il porte sur le monde associatif, en particulier celui des étudiants, bien entendu, et des étudiantes, qui lui aussi, on le sait, avec des variations et selon des modalités qui ont pu parfois faire couler de l'encre, ce monde associatif compte également beaucoup dans les prises de conscience, dans les groupes de parole qui peuvent exister sous une forme ou sous une autre, dans ce fait que la prise de conscience de phénomènes discriminatoires n'est pas nécessairement et mécaniquement de la discrimination elle-même. Il faut parfois une forme de réflexion parce que on peut écarter cela en pensant que ça n'est pas une discrimination, que c'est de sa faute, que c'est lié à une faiblesse personnelle. Et donc il y a une réflexion à avoir et cette réflexion, elle peut être favorisée par des échanges avec d'autres personnes, par la participation à un groupe de parole, à telle ou telle association où ces questions sont débattues.
À Sciences Po, par exemple, il y a depuis plusieurs années un groupe Black Lives Matter très actif qui organise des réunions, des sessions sur tel ou tel sujet. C'est une manière, là aussi, de contribuer à la réflexion, de favoriser la prise de conscience de ce qui peut arriver, de ce qui a pu arriver, bref, de faire des étudiants des citoyens et des citoyennes sur ces questions-là par leur propre mobilisation, leur propre prise de conscience, le fait qu'ils puissent faire remonter aussi des expériences, le fait qu'il s'agisse de les considérer comme des acteurs et des actrices à part entière de l'université et pas simplement celles et ceux à qui on enseigne sur ces questions, même si l'enseignement, je l'ai dit, compte énormément. Et donc, il faut considérer l'université comme un lieu dans lequel on peut agir de multiples manières, par de multiples canaux, pour en faire véritablement des lieux où ces questions soient à la fois pensées, enseignées, militées, diffusées, si je puis dire, au sein de l'université. Et puis, bien entendu, le travail de recherche auquel je faisais allusion, c'est aussi un travail qui est publié, qui diffuse en dehors de l'université. Les universités peuvent peser dans le débat public en général sur ces questions. Les universitaires s'expriment, écrivent, peuvent publier des tribunes, etc. Et donc, il est tout à fait essentiel de ne pas considérer cette question comme, au fond, une case à cocher parmi d'autres pour obéir ou se conformer à des directives nationales venant du ministère de l'Enseignement supérieur en particulier, mais de s'en saisir de façon très active, très consciente, très engagée, au fond, puisque c'est bien d'une forme d'engagement dont il s'agit ici, et pas simplement d'une forme de conformité administrative. Ce travail-là, il est tout à fait essentiel, et je me réjouis du reste de voir que, par exemple, à la Sorbonne, avec ce colloque et avec les initiatives qui sont prises, dans d'autres lieux d'enseignement supérieur également, il y a des avancées tout à fait conséquentes que l'on peut mesurer. Elles dépendent souvent d'ailleurs de très peu de personnes, de la bonne volonté de très peu de personnes. Il faut parfois élargir le bassin d'engagement, en quelque sorte, pour ne pas dépendre seulement de 2 ou 3 personnes. Mais enfin, il est clair qu'on avance sur ces questions, ce qui d'ailleurs peut susciter, on le sait, des réactions très vives en dehors de l'université surtout, de celles et ceux qui estiment que les universités ne devraient pas, au fond, s'attaquer à ces questions. Et on sait, vous avez entendu, bien entendu, ce qui peut être dit à propos des universités, des influences néfastes qui viendraient de telle ou telle région du monde et du vocabulaire qui est fait pour, au fond, d'évaluer, délégitimer tous ces efforts, ces recherches, ces enseignements. Il convient, je pense, au contraire, alors même qu'ils commencent à éclore de façon variable selon les lieux, il convient de poursuivre ces efforts, de redoubler de pédagogie, bien entendu, et de conserver ce qui fait l'essence même du travail de l'université, c'est-à-dire un travail autonome, libre, par rapport à la parole politique en général et au monde extérieur, ce qui ne signifie pas que les universités devraient être juchées sur une tour d'ivoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots du point de vue de ces différentes manières d'intervenir dans l'université. Et bien entendu, je me réjouis d'écouter les interventions qui suivent et de participer à la discussion. Merci Pape et merci d'avoir tenu le temps.
Alors, donc on réserve le temps pour les échanges à la fin hein, des trois interventions. Donc, je vais passer la parole à Clara, qui est doctorante au sein du centre Roland Mounier. Qui travaille sur la présence des personnes ibéro-américaines en Europe dans la première moitié du XIXe siècle. Alors Clara, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Bonjour et merci aux organisateurs de ces colloques. Bien sûr. Merci aux organisateurs de ces colloques. Et avant de vous livrer ma réflexion sur l'accueil des Ibéro-Américains en France, il me semble important de revenir brièvement sur les questionnements qui m'ont traversé lorsque l'on m'a proposé de réfléchir au sujet des discriminations. J'ai hésité à répondre à l'appel pour 3 raisons. D'abord à cause de mon ignorance, car c'était une perspective à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Ensuite, j'ai craint de devoir prendre parti dans un débat hautement politisé, controversé et largement au-dessus des moyens dont je dispose en tant qu'historienne en devenir. Et enfin, la dernière raison était le concept même de discrimination, compris comme une pratique de différenciation illégitime, soit au regard de la loi, soit au regard des usages sociaux. Cette illégitimité me paraissait subjective et a priori un objet difficile à saisir et à restituer avec mon matériel principal, les sources administratives. J'ai donc relevé le défi et pris le parti d'aborder la question sous une perspective étymologique et envisager la discrimination comme l'action de différencier et identifier des éléments les uns des autres afin de leur accorder un traitement différent. Ma réflexion vise à mettre en lumière 3 des critères qui ont servi à la police du régime de la Restauration à déterminer si les Ibéro-Américains qui souhaitaient entrer, vivre ou circuler en France étaient aptes ou non à être accueillis. Elle est construite grâce aux archives du ministère de l'Intérieur, source dont l'objectif était d'identifier et classifier les individus au sein de 2 catégories issues de la vision dichotomique que la police avait du monde, l'ami et l'ennemi. La question des fonds est comprendre les enjeux derrière la circulation d'un groupe présumé révolutionnaire dans la France de la contre-révolution. Nous essayerons de montrer comment des critères a priori subjectifs ont servi la France à tolérer le séjour des Ibéro-Américains et nous tenterons d'approcher quelles étaient leurs possibilités d'action devant les pratiques des autorités et de percevoir ce qui était compris comme injuste et arbitraire par les voyageurs. Alors, les années 1820 voient augmenter le nombre d'Ibéro-Américains qui circulent à travers l'Europe. La France est envisagée par eux comme un potentiel partenaire pour construire la vie économique, culturelle et industrielle des États qui, au même moment, au milieu de violentes convulsions politiques et des guerres sanglantes, parvenaient à leur indépendance. Indépendance que la France ne pouvait pas reconnaître en raison de son positionnement politique en Europe. Au prix des grands efforts, le ministère de l'Intérieur tentait d'assurer la stabilité d'un régime fragile au cœur d'une Europe en pleine effervescence politique. De multiples vagues où se confondent exilés de tous bords et voyageurs entrent, vivent et circulent en France depuis 1813. Ils représentent une sorte de masse protéiforme des voyageurs devant laquelle la police devait instaurer un système apte à déterminer si l'individu présentait un danger pour le régime ou pour ses alliés. Alors, ce système était fondé sur le passeport, que c'est un document qui permet aux voyageurs d'entrer, circuler et quitter le territoire tout en étant suivis à la trace par les autorités. Les passeports doivent être réguliers et cette régularité est fondée sur le fait que l'autorité qui le délivre soit reconnue par la France. Un critère objectif qui est censé permettre à la police de déterminer l'appartenance géographique et politique du voyageur. Comment permettre aux individus munis des passeports délivrés par des autorités considérées illégitimes d'entrer et circuler dans le territoire? Alors la police fonde ses pratiques d'admission à l'égard des Ibéro-Américains sur la loi du 23 Messidor de l'an 9. Celle-ci permet l'entrée et la circulation du voyageur sans passeport à condition qu'il puisse justifier d'une notoriété favorable. Alors se pose la question pour le voyageur de comment justifier cette notoriété favorable.
Et pour la police, par quels moyens et sur quels critères l'établir? Alors, à défaut de pouvoir compter sur les passeports et devant agir au cas par cas, les autorités retiennent les voyageurs à la frontière. Ainsi, au moyen d'entretien, les autorités se font une idée sur le comportement du voyageur et enquêtent sur ses projets en France. Une fois le voyageur parvenu à sa destination, il est soumis à une surveillance de précaution. Celle-ci sert à déterminer le parti que l'autorité doit prendre vis-à-vis de l'individu. Le répertoire des possibilités allait de la libre pratique du territoire à l'expulsion, en passant par des mesures intermédiaires comme un entretien complémentaire ou une surveillance discrète mais attentive. Explorons désormais les critères de cette notoriété favorable. Les premiers d'entre eux, nous l'avons défini comme une catégorie d'appartenance politique. Par ces procédés, la police confronte les voyageurs à devoir s'inscrire au sein de l'échiquier politique européen. Des individus qui ne s'étaient peut-être jamais posé la question de leur appartenance géographique ou politique se voient contraints de se positionner à cet égard, tandis que ceux qui avaient toujours circulé comme des Espagnols ou des Portugais sont amenés à devoir manifester leur caractère américain. Donc, le régime est contraint d'accepter, malgré lui, que les voyageurs venant des Amériques pouvaient être autre chose que des sujets du roi d'Espagne ou du roi du Portugal. Dans un premier temps, les voyageurs se sont adaptés et ont fait preuve de circonspection devant les autorités. À l'image des 2 voyageurs qui se sont vus refuser l'autorisation de quitter Bordeaux pour se rendre à Paris parce qu'ils avaient demandé des titres de voyage déclarant être natifs de Colombie dans l'Amérique du Sud. Ils réussiront à se rendre dans la capitale déclarant être nés dans la province d'Antioquia au royaume de la Nouvelle-Grenade. 2 désignations politiques pour une même réalité géographique. Mais à mesure que les victoires militaires et diplomatiques des indépendances devenaient incontestables, les voyageurs cessent d'adapter leur discours, amenant la police à revoir sa catégorie d'appartenance politique ami-ennemi pour envisager des critères beaucoup plus larges. Donc, quelle attitude adopter devant celui qui se réclame natif et demeurant au Pérou et appartenant à la nation espagnole qui n'est pas en guerre avec la France? Ou comment comprendre ces Brésiliens, négociants, propriétaires au Brésil avant la Révolution et qui s'opposent à l'action de l'empereur? Les discours et documents des individus mettent en avant des catégories où géographie et appartenance politique s'entremêlent, mettant en avant des dynamiques complexes où la vie des individus et les rythmes des révolutions atlantiques se mélangent pour créer des catégories géopolitiques. Les cas d'un jeune héritier de l'une des plus grosses fortunes du Chili qui se trouve dans les viseurs des autorités en raison des, je cite, ses mauvaises opinions politiques et ses discours déplacés à l'égard du gouvernement du roi, illustrent comment la police a dû renoncer à son approche dichotomique en matière d'Ibéro-Américains. Francisco Rosales était arrivé quelques années auparavant sous la protection de la station navale française dans le Pacifique. Le ministre de la Marine est donc consulté sur son éventuelle expulsion. La réponse à son confrère de l'Intérieur est sans appel. J'ignore quelles sont ses opinions, mais je vous prie d'observer qu'il appartient à une contrée qui a déclaré son indépendance et qui a adopté un gouvernement républicain. Il serait donc fort naturel qu'il partageât les opinions de ses compatriotes. C'est ainsi qu'apparaissent dans le langage des rapports des polices des nouvelles catégories, comme Américain fidèle, Américain espagnol, Espagnol du Pérou, Espagnol du Mexique, Brésilien démagogique, Brésilien portugais, Américain indépendant. L'appartenance politique des individus, tout en restant essentielle pour la police, est nourrie d'autres critères afin de pondérer le rapport bénéfice-risque de la présence des Ibéro-Américains dans le territoire. Alors, grâce au répertoire lexical des rapports de surveillance, il est possible d'explorer dans quelle mesure la capacité économique de l'individu était un critère pris en considération par la police. Jouir d'une grande fortune, s'installer dans ses meubles, faire grandes dépenses, vivre dans le luxe, pour ne mentionner que les plus courants, étaient des éléments qui servaient les autorités à déterminer si les voyageurs étaient capables, non pas de subvenir à ses besoins, mais de faire profiter la France des richesses que les indépendances américaines avaient ouvertes à l'Europe. Le mirage des territoires parsemés de trésors qui seulement alors devenaient accessibles au monde, image maintenue par les propagandistes pour aiguiser les appétits des capitalistes disposés à financer l'indépendance, joue un rôle dans le regard que la police et l'ensemble des Français portent sur ces voyageurs.
La correspondante personnelle de certains d'entre eux met d'ailleurs en garde leurs compatriotes en les invitant à taire leur provenance géographique sous peine de voir les prix doubler ou tripler. Négociants, banquiers, manufacturiers étaient prêts à se porter caution des voyageurs devant les autorités. Leurs lettres de recommandation étaient pour eux un moyen de raccourcir le temps d'attente aux frontières et pour la police un moyen d'identification efficace. Les voyageurs se présentaient aux frontières, annonçant chiffres et titres à l'appui le montant des investissements qu'ils étaient disposés à mobiliser dans les territoires. Alors, quelque exaltée qui puisse être leur opinion, je ne vois aucun inconvénient à que ces étrangers obtiennent la permission de demeurer à Bordeaux. Ils représentent une grande fortune en capitaux disponibles. S'est prononcé le préfet de la Gironde à l'égard d'un groupe de Brésiliens signalés comme dangereux par les consuls français à Rio. Car si la France a été contrainte d'adoucir sa position vis-à-vis des voyageurs, c'est en raison des motifs stratégiques. Chaque entrave à la circulation, chaque égo froissé, chaque indiscrétion dans la surveillance étaient des répercussions directes sur le commerce et la position française aux Amériques. Enfin, ce sont les relations entretenues par les individus qui servent d'indicateurs aux autorités pour déterminer dans quelle mesure les voyageurs devaient faire objet d'attention. Là encore, le langage des rapports des polices nous aide à comprendre. Sortir peu, voir peu de monde, ne pas recevoir, mener une vie retirée sont des paramètres qui aident nos voyageurs à jouir de la tranquillité et à se voir faciliter leur déplacement en France et en Europe. Cela fonctionne aussi pour ceux qui n'ont pas de recommandations ou des moyens financiers modestes. Les relations professionnelles sont aussi prises en compte dans les critères des autorités. Par exemple, à mesure que la police se familiarise avec les réseaux des négociants et commis voyageurs ibéro-américains, ces derniers jouent le rôle d'agents identificateurs pour les néo-arrivants. Mais c'est surtout les relations et la position des individus en Amérique qui sont au cœur de la tolérance de la police à l'égard des voyageurs, même quand leur comportement était problématique. Appartenir à une famille marquante, pour reprendre la catégorie indigène, a sauvé plus d'un de l'expulsion ou de l'assignation à résidence. Les ministres des Affaires étrangères et même le président du Conseil sont intervenus à plusieurs reprises, craignant que les nouvelles envoyées par ces voyageurs dans leur pays ne viennent mettre des difficultés supplémentaires à la France dans la région. Restent enfin les paramètres du rôle joué par les voyageurs dans les indépendances. Il s'agit là d'une catégorie d'individus que la France a accueillis avec plus ou moins de difficultés. Avec le temps, l'ensemble du régime avait compris que dans les Amériques, l'ennemi d'hier pouvait être l'ami du lendemain. La France était comme un équilibriste entre ses intérêts commerciaux, financiers et diplomatiques et les soucis de maintenir la paix, celle qu'elle avait retrouvée en 1815 et qui à tout moment menaçait de flancher. Alors, en essayant de percevoir ce qui paraissait injuste et arbitraire aux yeux des voyageurs, il est apparu que ce ne sont pas les catégories a priori abstraites de la notoriété favorable qui posaient problème aux individus. Les voyageurs maîtrisaient les codes et se les sont appropriés au point de contraindre l'administration à envisager des facilités à leur égard. Par exemple, les jeunes diplomaties américaines obtiennent leur première victoire auprès de la France de Bourbon dans les questions commerciales en prenant appui sur les difficultés qu'ils avaient vécues dans leur propre chair pendant leur séjour français. Les moments de tension entre les voyageurs et les autorités étaient motivés plutôt par un décalage entre la catégorie exprimée par l'individu et la catégorie choisie par l'autorité pour déterminer sa potentielle dangerosité. Prenons l'exemple de José Garmendia, qui au printemps 1823, lorsque la France envoie ses troupes en Espagne pour restaurer Ferdinand VII en monarque absolu, est convoqué à la préfecture. Lorsque la police l'invite à quitter le territoire, Garmendia conteste sa décision dans les termes suivants. Je cite le préfet. Le sieur Garmendia prétend ne point appartenir à l'Espagne, avec laquelle il n'a jamais eu de relation. Il est natif et habitant de la province indépendante de Buenos Aires, d'où il est venu en France pour des affaires de commerce. Entre les lignes, on peut comprendre que Garmendia pensait faire objet des expulsions relevant des pratiques du droit de guerre, mesures dont les sujets du roi d'Espagne avaient déjà été victimes par le passé en France. Or, les rapports de la préfecture nous livrent une autre version de l'histoire. J'ai acquis la connaissance certaine des détestables sentiments du sieur Garmendia. Quelque étranger qu'il
prétendait être à l'Espagne, il n'a pas moins fréquenté journellement à Paris tous les Espagnols les plus connus par leur exaltation révolutionnaire. Il a manifesté les mêmes opinions et fréquenté les mêmes lieux. Alors certes, identification et catégorisation sont construites comme un dialogue entre les voyageurs et la police, mais pour qu'ils fonctionnent, il faut que le langage employé par l'un soit compris par l'autre. Nous pouvons conclure en disant que les critères utilisés par les autorités pour admettre l'Ibéro-Américain dans les territoires n'étaient pas absolus et que leur application était soumise aux aléas de la conjoncture qui devait prendre en compte l'échelle locale et l'échelle de l'ensemble du monde atlantique. La manière dont la France a traité ses voyageurs, les craintes que leur présence ont éveillées, dit tout autant des Ibéro-Américains et de l'histoire des Amériques que de la France et du rapport qu'elle avait alors avec son passé récent. Et finalement, raisonner en termes de discrimination m'a permis d'envisager les moments de tension entre les individus et la police comme les effets d'un décalage et d'une incompréhension. Merci. Merci, merci Clara. Donc on va passer à la dernière intervention, donc celle de ma collègue Marion Marché. Oui, bonjour. Donc, qui est actuellement à Prague à l'UFR d'études anglophones à Sorbonne Université. ATER, pardon, à l'UFR d'études anglophones et doctorante en civilisation nord-américaine. Donc je vous laisse, puisque de toute façon dans votre présentation, il va être question de votre travail de thèse. Oui, merci beaucoup, merci. Alors bonjour à tous et à toutes, donc doctorante à la faculté de lettres de Sorbonne Université, au laboratoire Histoire et Dynamique des espaces anglophones, au sein du département d'études anglophones donc de Sorbonne Université. Donc je fais de l'histoire très contemporaine sur la période 1970, milieu des années 2000, et j'étudie une banlieue de Cleveland, dans le Midwest des États-Unis. Je m'intéresse aux questions de représentation et de participation politique au sens large des Africains-Américains au sein de cette banlieue qui a fait l'expérience de changements démographiques importants sur la période. Alors, je ne vais pas faire une communication classique, on va dire, d'histoire sur ce que j'ai pu comprendre de ce qui s'est joué dans cette banlieue, juste avant, on va dire, tout le chapitre Black Lives Matter. J'ai souhaité profiter de ce moment d'échange donc sur le racisme à l'université pour, en quelque sorte, commencer à mettre en mots, on va dire, et partager mon propre cheminement de doctorante, une doctorante étrangère aux États-Unis et non racisée, c'est-à-dire que mon expérience de vie n'a clairement pas été structurée ni marquée par quelques formes de stigmatisation ou d'exclusion raciale. Et je me suis dit que c'était une très belle occasion, et je remercie donc les organisateurs et organisatrices de ce colloque de me permettre de le faire dans ce cadre-là, de véritablement réfléchir au remaniement en fait, que j'ai dû opérer au cours de ma thèse, en interrogeant notamment les biais de départ. Alors, dans mon titre, je parle d'essentialisation. Essentialisation est un terme quand même très fort, sans doute trop fort, mais en tout cas, les projections, disons, avec lesquelles je suis... ce que j'avais projeté sur mon propre terrain et mes enquêtés. Donc, on parle là de gens, de familles qui ont emménagé, vécu, travaillé dans cette banlieue que je vais vous présenter et qui se sont impliqués ou pas dans la vie politique et associative locale. Des projections avec lesquelles je me suis bagarrée, on va dire, pendant les 3-4 premières années de recherche avant de céder ou de m'ouvrir à une autre réalité. Donc ce sont des réflexions qui figureront sans doute dans l'introduction de ma thèse. Donc je suis contente de pouvoir échanger là-dessus et d'ouvrir un dialogue là-dessus. Donc je vais d'abord présenter très rapidement mon sujet de recherche avant de partager un petit peu voilà, les postulats, on va dire, de départ qui ont structuré mes premières années de recherche.
avant, pendant le terrain, et dans un deuxième temps, ce que j'ai pu ensuite comprendre de ce terrain. Et je terminerai, ça sera un petit peu la conclusion sur l'importance de l'histoire orale dans tout ce cheminement. L'histoire orale qui s'est finalement, c'était pas prévu comme ça, avérée décisive. Alors Euclid, donc la banlieue que j'étudie, c'est une banlieue dite proche de Cleveland. On est là en plein dans la Rust Belt, le Midwest des États-Unis, dans des métropoles, ces métropoles qui ont été très industrialisées. Et Euclid, contrairement un petit peu aux idées qu'on peut se faire, aux idées populaires qu'on peut se faire des banlieues, Euclid a pleinement participé à l'industrialisation de la région de Cleveland. C'était pas une banlieue résidentielle, mais industrielle, et avec voilà, tout un ensemble de grands groupes, de General Motors à Lincoln Electric, et aujourd'hui on y trouve Amazon. Euclid a forcément vécu, comme la région de manière générale, ce qu'on pourrait appeler le choc de l'industrialisation à partir des années 70, avec des fermetures, des localisations, des licenciements en masse, des revenus fiscaux et des dépenses publiques, notamment dévolues aux écoles, aux infrastructures, aux logements sociaux, etc., qui chutent, et avec tout un ensemble d'effets, voilà, d'un effet de cascade avec la perte d'habitants et chute de valeur immobilière et de déclin, on va dire, généralisé. Alors, avec des familles des gens qui quittent Euclid pour s'installer ailleurs. Alors, un des facteurs qui a fait que beaucoup de familles blanches, et c'est là où j'introduis la dimension raciale de mon travail, sont parties de Euclid à ce moment-là, ça a été aussi en raison de l'arrivée, à partir des années 70, au même moment, de familles africaines-américaines. Euclid était jusqu'aux années 70 entièrement blanche. Elle se trouve dans le prolongement des quartier historique noir de Cleveland qui se situe à l'est de la ville de Cleveland. Et Euclid, à partir des années 70, des familles africaines-américaines ont commencé à s'y installer à partir des années 70. Voilà, pour tout un ensemble de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, Euclid est 60% africaine-américaine. Euclid est une banlieue qui est, comme d'autres banlieues évidemment des États-Unis, devenue majoritairement noire au cours des années 2000. Donc dans ma thèse, dans ce travail de recherche, je retrace d'abord le fil de ces migrations. Je documente aussi la difficile intégration politique de ces résidents africains-américains dans le processus décisionnel local. Il n'y a absolument eu aucune présence noire dans les institutions locales jusqu'à très récemment. Et j'essaie aussi de comprendre pourquoi, en dépit d'une population noire grandissante et aujourd'hui majoritaire, il y a eu aussi peu de mobilisation, entre guillemets, visant à la fois à intégrer ces institutions locales et, par ailleurs, de contester les dynamiques d'exclusion raciale qui ont été très fortes et que je décris aussi dans ce travail et que je vais mentionner. D'un point de vue méthodologique, l'idée était de faire essentiellement du travail en archives, en m'appuyant sur la presse locale, les décisions officielles prises par la municipalité, tout un ensemble de traces laissées par des associations civiques locales, etc. Et de conduire à côté, en complément, un certain nombre d'entretiens d'histoire orale, retraçant le parcours de ces familles africaines-américaines, de personnalités publiques africaines-américaines, de leaders religieux africains-américains qui se sont installés et qui ont vécu à Euclid. Alors la première projection, on va dire, est tout à fait inconsciente que j'avais faite en amont de mon premier terrain en 2017, c'est que les Africains-Américains d'Euclid seraient naturellement très au fait des dynamiques raciales
des dynamiques raciales extrêmement violentes à Euclid. Et par dynamique raciale, j'entends à la fois cette longue histoire de répression policière à Euclid avant même que les premiers résidents s'y installent. Dès 68, il y a eu toute une affaire avec la police. Et, bon, je ne vais pas détailler, mais sur ce qu'on appelle ce suspicious clause, voilà, où les policiers pouvaient arrêter systématiquement toute personne dite suspecte qui se trouvait à tel endroit. Des dynamiques de ségrégation résidentielle très fortes avec des acteurs du secteur privé, public, qui ont en fait contribué à créer une très forte ségrégation résidentielle, et notamment au sud de l'autoroute. Il y a un bras d'autoroute qui coupe en deux Euclid. Voilà, donc les Africains-Américains ont pu s'installer surtout dans les zones sud et dans les zones anciennement industrielles, on va dire. J'ai pu lire aussi le cas dans le Time, donc dans la presse nationale, d'une histoire absolument scandaleuse d'une résidente africaine-américaine qui a été victime de harcèlement par ses voisins blancs, et voilà, une histoire qui est remontée jusqu'à la presse nationale du Time. Des lois de zonage, les lois de zonage, ce sont les autorisations de construire qui sont données par la municipalité, qui ont presque systématiquement mis des bâtons des roues dans les églises africaines-américaines qui souhaitaient s'installer dans telle ou telle zone du Euclid. Donc là aussi, il y a toute une historiographie qui documente un petit peu ces mécanismes d'exclusion qui ont produit de l'exclusion raciale. Et aussi, un autre élément tout aussi important, un système électoral en particulier, un système électoral local particulier, qui, couplé avec les dynamiques de ségrégation résidentielle, a fait que les candidats africains-américains qui se présentaient aux élections municipales pour être maire ou simplement membre du conseil perdaient systématiquement les élections. Et donc Euclid a été contrainte de changer, de redécouper son système électoral à l'issue d'un procès qu'elle a perdu au courant des années 2000, donc assez récemment. Bref, tout cela, c'était ce que j'avais étudié, documenté en amont de mon terrain, et en parallèle de mes premiers entretiens d'histoire orale en 2017. Et lors de mes premiers entretiens, je me retrouve très vite en décalage avec à la fois toute cette histoire que j'avais documentée, toutes ces informations sur l'histoire raciale d'Euclid, et mes enquêtés. Donc le tout premier entretien avait été fait avec un monsieur, Ed Dixon, qui était propriétaire à Euclid à la fin des années 80, qui a une trajectoire de vie incroyable, qui a grandi vraiment dans des zones extrêmement pauvres, et qui a pu être propriétaire à Euclid, et qui me racontait une expérience tout à fait positive à Euclid. J'ai aussi le cas de Candace Jones. Candace Jones, c'était la première africaine-américaine qui a pu être élue au conseil municipal à la suite du redécoupage dont je parlais, et qui ne s'est pas présentée du tout, comme là j'avais pensé, ce que j'avais imaginé au début. Elle ne s'est pas présentée du tout pour défendre ou représenter spécifiquement les résidents africains-américains d'Euclid. Il y avait un discours où la dimension raciale de son implication en politique était là aussi en décalage avec ce que moi j'avais pu projeter. Donc j'ai eu tout un ensemble d'enquêtés, d'anciens candidats avec lesquels j'ai pu m'entretenir, des révérends d'église dont je parlais tout à l'heure, qui n'avaient donc absolument pas un discours et un positionnement, un engagement porté par leur identité raciale, ou pour le dire autrement, ce n'est pas la question raciale, de manière générale, qui avait poussé ces personnes-là à se porter candidat ou à entreprendre tel ou tel projet. Et d'ailleurs, j'ai tout un chapitre de thèse aussi qui retrace les activités d'une association locale, Euclid Community Concerns, dans laquelle plusieurs de mes enquêtés enquêtés africains-américains étaient impliqués. Et c'est une association qui avait un discours très universaliste, pas de distinction entre les groupes raciaux, quelque chose
qui se pratique plutôt, une approche qui est plutôt ce qu'on connaît en France. Et du coup, pour l'étudiante des luttes africaines-américaines que je suis depuis un moment maintenant, ce décalage entre ce que je connaissais des Africains-américains et des luttes africaines-américaines à travers ma formation, à travers toute cette histoire que je m'étais attachée à comprendre à Euclid et plus généralement sur les rouages, on va dire, de l'exclusion raciale sur la fin du XXe siècle, ou à l'ère Obama, ça a été un petit peu le choc. Et pendant très longtemps, je ne parvenais pas à réconcilier donc voilà, tout ce savoir-là et ce qui se dégageait de ces échanges avec mes enquêtés. Alors l'histoire orale, rapidement, on sait que ça fait partie de la boîte à outils des historiens, qui est d'ailleurs très développé, beaucoup plus institutionnalisé aux États-Unis qu'en France, même si j'ai l'impression que dans les départements d'études anglophones, dans des thèses de civilisation américaine, ça se pratique plus du fait de cette influence que peut-être en histoire. Mais c'était en premier lieu censé être un complément en fait d'un travail d'archives. J'avais d'abord souhaité m'entretenir avec des personnes pour vraiment pouvoir m'orienter et me plonger, on va dire, dans l'histoire d'Euclid. Et puis finalement, c'est devenu un matériau indispensable. Donc j'ai conduit à peu près une trentaine d'entretiens, des entretiens qualitatifs, parfois de plusieurs heures, parfois où j'ai rencontré les personnes plusieurs fois. Et ça m'a permis vraiment aussi de repenser la question de démobilisation ou de l'absence de mobilisation qui était un peu ce postulat de départ et pour basculer dans quelque chose, pour vraiment glisser vers la question de la place, le fait d'être là dans une société qui s'est construite sur l'exclusion de l'autre, la soumission, l'exclusion de l'autre, l'exploitation de l'autre. Et donc c'est une thématique qui traverse toute l'histoire africaine-américaine et qui me semble, et je le découvre, je m'en rends compte finalement au cours de tout ce travail de recherche et à travers ces entretiens, qui reste très riche pour comprendre ce qui se continue en fait de se jouer aussi à la fin du XXe siècle, et y compris sous l'ère Obama, on va dire. Donc peut-être simplement pour conclure et pour conclure, puisque voilà, donc l'histoire orale qui véritablement permet la création d'un espace de parole et d'échange avec les premiers concernés. De manière générale, je trouve que ça me semble être une porte de sortie à petite échelle, puisqu'on réfléchit sur les logiques, les dynamiques d'exclusion à l'université, me semble être un outil, une porte de sortie, encore une fois à petite échelle, contre la persistance de stéréotypes, d'idées reçues, et vers un savoir qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé à propos d'un groupe social, d'individus ou d'un sujet ou d'un groupe social donné. Et ça me semblait, voilà, ce sont des réflexions que je mène vers à la fois la construction d'un savoir scientifique, mais donc plus la construction, mais la co-construction d'un savoir scientifique, ce que j'ai du coup été amenée à faire au cours de ces recherches. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour la richesse des contributions. Je vais peut-être, moi je n'ai pas accès aux messages au chat. Violette, je ne sais pas s'il y a déjà des demandes de prise de parole. Alors, bonjour. Il y avait une question, il y a 2 questions pour Pape Ndiaye, mais qui a dû se déconnecter, il me semble, pour le moment. Donc, il y en a une première sur l'émission Égalité, voilà, que je vais quand même
lire, parce que je pense que Hyacinthe et Béate souhaiteront peut-être réagir sur le sujet. Donc, comment assurer un fonctionnement plein des cellules émission égalité diversité quand il n'y a pas ou peu de financement dédié, où on se retrouve avec des chargés de mission qui peuvent cumuler ces responsabilités avec leurs enseignements et d'autres activités. On observe à cet égard des situations très variées selon les universités. Pourrait-on envisager des dispositions légales pour s'assurer qu'à ces fonctions soient associés des financements propres, assurant au moins un contrat à temps plein avec des processus de recrutement le plus transparent possible? Et bien évidemment Virginie également, que j'ai oublié, désolée. Je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup des universités, en fait. C'est ce qu'on essayait de rappeler ce matin. Je vais le dire de cette manière, mais moi, je pense qu'on a la chance ici, à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, d'avoir eu un soutien plein et entier pour développer les activités que l'on mène. Ce qui n'est pas rien, parce que ça veut dire qu'on a un lieu dédié, on a des bureaux, on peut recevoir des personnes. On a aussi un budget, ce qui nous permet notamment d'organiser ce colloque aujourd'hui. Et puis on a aussi, Violette, tu en es la digne représentante, puisque donc, nous avons un personnel à temps plein pour travailler sur ces questions. Et je dois bien avouer que c'est absolument essentiel pour avancer, pour tenter de mettre des choses en place. Et qu'à cet égard, effectivement, la situation, donc encore une fois, est extrêmement diverse selon les universités, avec parfois des personnes qui ont juste quelques heures de décharge, et ça se cumule à un emploi du temps d'enseignants-chercheurs, d'enseignantes-chercheuses à temps plein. Et aussi, il faut bien le dire, un entourage politique et administratif pas forcément favorable à la conduite d'action dans ces domaines. Et j'ai des collègues qui ont commencé en même temps que moi et qui ont rapidement démissionné parce que, avec toute la meilleure volonté du monde et l'engagement qu'elles pouvaient y mettre, c'était des femmes, en l'occurrence, elles ont rencontré des bâtons dans les roues et de diverses manières, c'est-à-dire à la fois du côté institutionnel où elle n'était pas suivie, c'est-à-dire qu'on avait nommé une chargée de mission parce que c'était la loi qu'il fallait le faire, c'était une obligation du ministère, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis par ailleurs, à feu croisé, avec aussi des associations militantes qui du coup leur disaient vous ne faites rien, vous ne faites pas assez et vous êtes des institutionnels et donc du coup vous ne comprenez pas nos problèmes. Et on se retrouve avec des stigmates qui peuvent nous être portés, femmes, blanches, trop ceci, pas assez, ou trop comme cela. On entend beaucoup de choses de cet ordre parfois. Et donc complètement prise, finalement, entre des injonctions contradictoires de tous les côtés, et finalement ne pouvant rien mettre en place. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un enjeu politique en fait de monter une mission comme celle-là et de lui donner les moyens de fonctionner. Si on veut vraiment faire bouger les choses, à un moment donné, oui, c'est sûr, il faut y mettre des moyens. Il faut un vrai soutien, sinon on ne peut rien faire. Parce que même déjà avec ce soutien-là, il faut bien avouer que les choses sont pas toujours évidentes à mener et que les sujets sont divers. Et pour notre mission à nous, par exemple, on a été de face et de plein fouet. On a vu arriver la question des violences sexistes et sexuelles, alors qu'on souhaitait aussi engager plein d'autres fronts, mais on a dû, et c'était important, en priorité traiter ces questions-là qui arrivaient. Mais pour ça, il faut aussi des moyens, il faut mettre en place des procédures. On arrive, nous, on n'est ni psychologue, ni juriste, ni etc. Il faut qu'on gère tout ça, et c'est pas complètement simple. Donc oui, je ne peux que vraiment militer au sens plein et fort du terme, scientifiquement, je le dis de cette manière, pour une mise en place, donner des moyens. Enfin, c'est vraiment une demande, notamment de la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité, la CPED, de donner des moyens à l'ensemble des universités pour mener des actions de ce type. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc si des personnes, peut-être soit dans l'auditoire sur place, souhaitent réagir, soit... Moi, je veux bien... Oui, je voulais intervenir par rapport à la troisième... Marion, votre présentation, puisque vous avez manqué de temps, je pense. Vous aviez prévu de revenir sur votre positionnement, si j'ai bien compris. Oui, enfin l'idée c'était vraiment un petit peu de jeter un petit peu les bases du débat, mais sur ces questions de positionnement, de projection, d'écoute, d'espace d'écoute, la parole de l'autre, la parole des enquêtés et la co-création d'un savoir scientifique. Alors,
Voilà. Et donc par rapport, puisque vous avez terminé là-dessus, donc en faisant le lien avec la question qui nous occupe de quelles actions mettre en place à l'université française, là pour le coup. Donc par rapport à votre expérience, de votre recherche, qu'est-ce que vous imaginez dans cette perspective de l'écoute de la parole des altérisés, enfin. Oui. L'histoire orale, ça a été une pratique qui a été en France, et en tout cas par les historiens et historiennes français, qui n'a pas été vraiment très légitime, on va dire, pendant très longtemps. C'est redevenu une pratique dans le contexte des mouvements sociaux des années 60 en France, je parle, où on a cherché vraiment plus à comprendre tout un ensemble de groupes sociaux et un petit peu libérer la parole, pour reprendre cette expression-là. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est systématiquement... Enfin, ça fait partie comme ça de la boîte à outils des historiens dans leur formation. Je crois qu'il y a ce problème de légitimité, construire un savoir à partir d'archives, d'un savoir scientifique à partir d'archives orales, ça pose tout un ensemble de questions et qui ont, je crois, un petit peu, fait que les sources orales seraient un petit peu moins légitimes que certaines sources écrites dans la construction, dans le savoir historique, en fait. Et moi, en fait, c'est un petit peu mon parcours. J'ai pas été formée à faire ça du tout. Alors moi, je suis pas passée par des études d'histoire, mais plus anglophone. Et donc, j'ai été, on va dire, sensibilisée à ça. Mais ça n'a pas vraiment fait partie de ma formation. Et j'ai un petit peu dû faire ces gros remaniements en cours de route. Et en me rendant compte qu'en fait, la parole de ces enquêtés-là, leur propre... Donc là, on est vraiment de l'ordre de la perception. Elle était absolument centrale pour justement créer un savoir qui est infiniment plus, du coup, complexe et riche que ce que j'aurais pu créer en m'appuyant simplement sur la presse écrite, une presse écrite en fait qui est finalement, je parle notamment du journal local, qui est un journal local à Euclid où les journalistes, ils sont plutôt blancs là pour le coup, avec un éditorialiste qui prenait la parole, pardon, je ne sais pas si on dit un éditorialiste, mais en tout cas un journaliste africain-américain extrêmement conservateur qui prenait la parole une fois par... il avait sa propre tribune dans les pages. De la piste du conservatisme qui expliquerait que ces gens ne se sont pas mobilisés. J'aurais pu faire tomber dans cet écueil-là, alors qu'en fait, la réalité, elle est complètement autre. C'est plus des gens qui sont pris dans des dynamiques extrêmement violentes et brutales à Euclid par le capitalisme racial et le fait d'être là, je crois, a déjà... Alors, il y a eu plein de mobilisations individuelles. Il ne s'agit pas non plus de les négliger. Ça n'a pas débouché sur des mobilisations comme on peut les voir aujourd'hui pour la période que j'étudie. Il y a eu plein d'initiatives individuelles, mais pas collectives. Mais bon, en tout cas, ça a vraiment permis d'enrichir ma propre compréhension, y compris avec des sources écrites. Merci. Violette, il y a absolument une nouvelle question dans le chat. Donc une personne qui nous dit « Je vois une difficulté dans l'articulation entre volontarisme, donc consacrer des fonds à des programmes, diffuser de façon répétée l'information, etc. et spontanéisme, laisser la base exprimer librement sa parole, accompagner ses initiatives, etc. L'affichage d'une politique officielle ne risque-t-elle pas de susciter des réactions d'opportunité telles que, puisque vous reconnaissez le racisme à l'université, nous allons vous imposer nos solutions ?» Je ne sais pas qui veut... Pape ne s'est pas reconnecté ? Ouais, ça serait bien d'entendre Pape. Malheureusement, il ne s'est pas reconnecté encore. Malheureusement. Alors, notre chargé de mission... Je vais essayer de répondre à cette question. Oui, donc je pense qu'à l'issue de la charte qui va être votée très prochainement,
nous allons voir un plan d'action qui va être un travail collectif, qui va faire que ça ne laissera quand même pas la liberté à chacun de faire ce qu'il veut, puisque nous aurons une politique commune entre la politique de l'université et des 3 facultés, puisque ce sera forcément un plan d'action comme pour le harcèlement sexuel sexiste et l'égalité homme-femme qui va être fait avec toute notre communauté. Et donc, je pense que ce travail collectif fera en sorte que j'espère que ça va satisfaire la majorité de notre collectivité et que chacun arrivera à se retrouver dans ce plan d'action et qui sera convaincu qu'il est bien en fait. Surtout quand la charte sera enfin disponible. Donc d'ici le mois de mai, quand ce sera passé dans les instances universitaires, elle pourra être disponible pour tous et j'espère que ce ne sera pas effectivement la liberté d'action de chacun fait comme il veut, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler ensemble, de répondre ensemble à des problématiques et d'accompagner au mieux les personnes. Et du coup, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais aussi accompagner au mieux nos missions facultaires en tant qu'universitaires, pour les appuyer dans leurs actions, pour les aider aussi avec des formations communes pour toutes les facultés, parce que bien qu'on ait des spécificités différentes, enfin elles ont des spécificités différentes, la réponse en termes de discrimination doit être commune, donc formation commune, d'aide à la communauté, à la compréhension de ce qu'est une discrimination, je sais pas, l'accueil de l'autre, tout ce qui peut faire en sorte que la discrimination diminue en fait. Voilà. J'espère avoir été convaincante. Ouais. Moi, j'avais une question, mais n'est pas revenue. Donc, qui nous proposait 4 axes de travail, hein, si je me souviens bien. Et en fait, pour l'instant, enfin, me semble-t-il, hein, depuis ce matin, les absentes de nos réflexions, me semble-t-il, hein, mais peut-être que je me trompe, sont les personnels également, les personnels enseignants et administratifs. Alors, je ne sais pas si dans les actions et les politiques qui sont envisagées, il y a également cet axe-là qui est envisagé. Je pense que c'est à moi de répondre. Toute la communauté de Sorbonne Université sera impliquée, donc bien évidemment nos administratifs, nos enseignants, enseignantes, nos chercheurs, chercheuses, et même toutes les personnes qui travaillent à Sorbonne Université mais qui ne sont pas membres de l'université sont pris en compte dans cette charte, si c'est ça votre question. Et bien sûr, on y fera attention, c'est une décision politique, hein, ça doit couvrir toute personne qui se trouve au sein de l'université à un moment donné. Hein. Il y avait Hyacinthe qui souhaitait intervenir. Oui, peut-être donner un petit complément, bien sûr, à tout ce qui vient d'être dit, qui me semble essentiel. Dans les actions qu'on mène, notamment au sein de la faculté, on a associé à chaque fois différentes communautés, c'est-à-dire effectivement les communautés étudiantes, mais aussi les personnels enseignants et administratifs. Par exemple, sur des actions qu'on a pu mettre en place, comme des événements culturels associés à la mission, où on a vu ces différents publics pouvoir échanger ensemble, et c'est extrêmement important. Ou encore aussi sur ce que j'évoquais ce matin à propos du traitement interne des situations. On travaille main dans la main absolument avec les services administratifs, affaires institutionnelles, les affaires juridiques, les ressources humaines évidemment, et prévention et sécurité des risques, hein, pour citer que ces services-là, parce que c'est ensemble qu'on peut traiter ces questions qui sont complexes, qui souvent ne relèvent pas que d'un seul type de service ou d'un seul type de situation, que étudiants puis ça ne regarderait pas les autres. Mais en fait, on voit bien qu'à chaque fois, les liens sont complexes entre les différentes communautés et que ça concerne tout le monde. Et un autre point que j'aurais bien aimé ajouter également, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur finalement entre l'affichage d'une politique et puis qu'est-ce qu'on en fait et comment laisser aussi la parole s'exprimer et puis cette tension entre les deux. Je crois que pour faire écho aussi à ce que disait le doyen ce matin, il y a le travail de militants et de militantes aussi au sein de notre université, notamment porté par certaines associations, n'est pas incompatible, je pense, avec le travail institutionnel qu'on peut mener, nous, comme une mission égalité, par exemple. C'est-à-dire que ce sont plutôt des manières d'agir qui sont complémentaires et qu'il ne faut pas voir, à mon avis, comme opposées. Donc, on essaie de faire surgir aussi la parole la plus librement possible. Il est sûr qu'en tant que mission, par exemple, on a une réponse institutionnelle à donner. Ça veut dire qu'on a souvent besoin d'un temps assez long pour pouvoir justement consulter différents services. Si on engage une procédure, il y a le temps long de la procédure pour qu'elle soit bien faite dans le respect de la loi, parce qu'on s'accroche à cette affaire de la loi
pour pas faire n'importe quoi, et pour conserver bien sûr à la fois entendre pleinement le discours des personnes qui nous signalent des choses, des victimes, mais aussi voir dans quel cadre ça se pose, quel est le contexte et comment on peut agir auprès des différentes personnes concernées. Donc pour moi, ce ne sont pas des discours ou des actions qui sont contradictoires, mais au contraire qui ont à dialoguer ensemble, chacune avec leur temporalité, chacune avec leurs outils, mais qu'il vaut mieux travailler main dans la main si on veut faire avancer les choses. Merci. Alors, il y avait une question qui était à la base pour Pape Ndiaye, mais je vais la lire quand même, parce que peut-être que des personnes souhaiteront réagir à ce sujet. Donc, c'est une réaction qui porte sur les avancées au sujet de la production des travaux de thèse sur le racisme et les discriminations en France, que malgré l'idée très présente dans le débat qu'il serait devenu dominant, on sait que lorsqu'elles existent, ces recherches manquent cruellement de visibilité, comme il a pu être constaté depuis ce matin, grâce au partage des références très intéressantes et peu connues. Donc la question qui s'adressait à la base à Pape Ndiaye était quel était son regard, mais du coup donc le regard de toute personne qui souhaitera réagir dans la salle, sur la visibilité en France de ces travaux au niveau interuniversité. Oui, question cruciale parce que on manque de recherche, mais on se situe dans un contexte global de financement de la recherche. Et en fait, les enjeux de pouvoir et de positionnement se trouvent à tous les niveaux. C'est-à-dire, bon, les étudiants sont victimes sans pouvoir s'exprimer, les enseignants portent ces thèmes sans trop avoir d'espace pour les porter, toujours. Et puis, les financements de la recherche dépendent aussi de logiques de financement qui font que des fois, nous sommes même obligés de dire à des étudiants, non, vous vous engagez dans cette voie, on ne sait pas où proposer votre projet, c'est-à-dire sur quel fonds de financement proposer votre sujet. Donc, vous voyez, ça veut dire faire engager des jeunes dans un travail de thèse sans nécessairement pouvoir bénéficier de financement, ce qui est quand même, si on veut faire une thèse pleine et entière, avec une vie de jeune chercheur, sans financement, c'est très difficile. Donc, en fait, on voit bien que comment cette question des thèmes sur la discrimination et le racisme, finalement, sont tributaires à tous les niveaux d'un espèce de système qui n'est pas tout à fait favorable. Il y a comme ça, par moments, des moments très attendus, qui sont notamment aussi une meilleure visibilité du Musée national de l'histoire de l'immigration ou telle commission paritaire sur les discriminations, mais en même temps, voilà, nous faisons aussi face à un discours qui discrédite nos travaux. Et voilà, on voit bien que derrière, c'est pas uniquement l'intérêt de la recherche, mais c'est vraiment des enjeux d'un autre ordre qui sont posés, quoi. Donc, je ne sais pas si je vais aller trop loin, mais je suis entièrement d'accord qu'il faudra un soutien des recherches dans ces domaines. Mais d'où peut venir le soutien pour la recherche? C'est par des financements publics. Et ces financements publics, il faudrait les avoir, alors que nous nous battons pour des petites sommes, des fois. Donc, voilà. Il y a aussi du coup un petit complément à cette question et qui est qu'est-ce qu'on peut imaginer une logique proactive et engagée qui serait par exemple un dispositif qui centraliserait ces travaux, qu'ils soient plus accessibles et si on en a déjà connaissance au cas où ils existent déjà. Oui, peut-être tu peux dire quelque chose sur le ministère. Il y a quand même des choses qui sont faites. Violette? On pourrait. Non, je peux pas. En fait, on ne m'entend pas. Oui, ah oui, si, c'est bon. Oui. Oui, je voulais réagir aussi à cette question, puisqu'on peut mettre ça en lien avec les travaux autour du genre, qui n'étaient pas très financés, pour lesquels il n'y avait pas de poste fléché au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple. Donc là, par rapport aux discriminations,
On voit ces dernières années qu'il y a quelques postes qui sont fléchés. Donc ça donne un peu de visibilité à ce champ de recherche. Et il y a un site qui porte sur les discriminations et qui offre un certain nombre de références bibliographiques pour répondre à la dernière question. J'ai de l'écho, hein, donc je ne sais pas si je suis audible. Oui, on t'entend bien, Nassir. Voilà. Peut-être qu'on peut ajouter un complément. Oui, vas-y. Non. Aussi un complément, je pensais à Sorbonne Université, il y a maintenant une initiative genre. Effectivement, ça fédère sur l'ensemble de Sorbonne Université les travaux qui sont menés donc, sur les questions de genre et aussi bien pour les 3 facultés. Hein, donc c'est vraiment en essayant de développer d'ailleurs des travaux pluridisciplinaires entre sciences et ingénierie, sciences humaines et sociales et médecine également. Et on pourrait, je pense, demander finalement qu'il y ait une initiative sur les questions de discrimination. Et là aussi, ça nous permettrait, donc l'initiative genre est notamment portée par le réseau Philomel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se regroupent ensemble, qui échangent justement leurs travaux, qui partagent ce sur quoi leurs publications et puis leurs références, etc. Donc on pourrait imaginer, enfin je trouve que ce serait une belle idée d'imaginer une initiative discrimination. Je souffle l'idée à notre chargé de mission universitaire. On entend, on a entendu. Sachant qu'effectivement, les initiatives, c'est un moyen de financement. Donc effectivement, la mise en place de ces initiatives, grâce à l'argent du texte, hein, les initiatives permettent de faire des projets collaboratifs entre toutes les facultés. Et c'est vrai que je note l'idée, Hyacinthe, de cette initiative genre... Parce qu'effectivement, si on veut avoir un plan d'action fort dessus, il faut mettre de l'argent pour les recherches. Je profite aussi de dire que le ministère nous envoie aussi des offres, des possibilités de postuler sur des offres de thèse. Et alors, j'essaye de les retransmettre parce que moi, ce n'est pas du tout ma thématique de recherche, mais comme je suis chargée de mission au niveau universitaire, je me dois de transmettre l'information à tous mes collègues dans les universités. Donc, il y a aussi ces moyens... Il y a de plus en plus, je dirais, moi je vois passer des financements de thèse pour la discrimination, même des prix de thèse. Et il y en a, je dirais, je suis d'accord, mais un petit peu plus qu'avant. Oui, et je trouve que c'est bien. Il y a toutes les journées la semaine contre la discrimination. Donc ça va de biais avec ces possibilités de financement. Parce qu'effectivement, moi j'ai été aussi un jour jeune chercheuse et il faut vivre avec une bourse de thèse, sinon c'est compliqué de faire des recherches sans financement. Ça me paraît difficile, en fait. Je sais pas si... Ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose aussi de mon expérience de doctorante. On parle de financement. Enfin, moi, j'ai envie de parler de manière générale, plus largement, de précarisation, grande précarisation à l'université et dont les conditions de faire de la recherche aujourd'hui en France qui se dégradent de manière mais considérable et même avec financement. Il faut savoir qu'une thèse en sciences sociales, elle est financée pendant 3 ans. Qu'est-ce que c'est que 3 ans de recherche? Et moi, je parle de remaniement. J'en suis à ma 5e année. J'ai eu la chance d'avoir une bourse américaine et ce genre de choses, mais je pense qu'il faut véritablement s'interroger, comme vous l'avez un peu fait, Béate Collet, et je vous remercie de l'avoir fait, sur la question des financements et les conditions de la recherche en sciences sociales aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça qu'aussi je me suis permise de corriger, je ne suis pas PRAC, je suis ATER, ce sont des contrats d'1 an, je participe à la campagne, avec je suis de demande de détachement vis-à-vis du rectorat de Créteil, des démarches considérables qui sont renouvelées chaque année. Donc il y a cette question-là, et il y a aussi le climat dans lequel, vis-à-vis notamment des questions sociologiques de ces derniers mois, avec des accusations et des initiatives très fortes visant à décrédibiliser le travail de certains chercheurs plutôt que de débattre. Et ça, je crois aussi que ça ne permet pas vraiment de poser ces vraies questions, ces questions profondes sur la question du racisme, toutes ces questions-là, de manière vraiment engagée et sur le temps long. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci. Merci. Je
voudrais aussi rajouter quelque chose au même sujet, c'est que il y a la question d'avoir le financement et qu'il soit beaucoup et pas beaucoup et compliqué, mais encore faut-il y avoir les bons papiers pour y prétendre, parce que c'est autre chose. Ça, c'est une autre question. Parce que c'est très bien de donner des permis de séjour aux étudiants étrangers pour faire des thèses de doctorat en 3 ans avec la préfecture aux trousses. C'est pas évident. Donc c'est ça aussi. C'est tout cet ensemble des questions qui doivent se poser à l'université en fait. Merci. Oui, je crois aussi. Pardon. Je voulais peut-être quand même réagir, parce que tout à l'heure, quand je demandais, je disais qu'il y avait un pan qui était un peu, me semble-t-il, oublié de la communauté. Pour moi, c'est la question des discriminations qui touchent les personnels, sans statut y compris. Enfin, je veux dire que cette question de la précarité est inscrite dans ce pan-là, et il me semble que c'est le grand oublié. Donc, il y a une recherche qui est conduite par des collègues à laquelle Fabrice Dume participe. On va bientôt avoir les résultats de cette recherche et ça va être important et intéressant. C'est là ce qu'on vient d'évoquer par rapport au financement de thèse, c'est aussi une question qui se pose par rapport au fait que certaines n'accéderont même pas, même si les possibilités de financement sont infimes, certaines ne pourront même pas émarger à ce type de financement. Donc c'est vraiment des questions radicales, enfin à la racine, au sens étymologique du terme, qu'il y a lieu de se poser. Et pour moi, c'est important aussi quand on pose la question des discriminations à l'université, c'est interroger et interpeller l'université ou l'enseignement supérieur comme des institutions productrices aussi de discrimination, parce qu'on c'est en lien avec un système social qui repose sur de la hiérarchisation et des rapports de domination. Donc ça, on doit aussi l'avoir à l'esprit. Ça n'est pas une question de faire de la militance ou pas, ce sont des questions de fond qui interpelle justement cette structuration sociale inégalitaire. La lutte contre les discriminations, si on ne lutte pas contre ce système inégalitaire, ça sera simplement corrigé un peu à la marge, mais on n'aboutira pas à grand-chose. Donc je pense qu'on a aussi ces questionnements à avoir. Peut-être que... Notre collègue n'est pas revenu ? Non. Mais peut-être, Nassira, un élément, c'est pas du tout un élément de réponse, mais je pense que tu poses une question qui est tout à fait essentielle. Ce qui m'a frappé, notamment dans le plan égalité pour la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à Sorbonne Université, qui vient d'être voté et repose notamment sur un premier diagnostic qui mérite d'être amplement développé, mais notamment sur l'effet de ce qu'on appelle des plafonds de verre ou planchers collants, comme vous voudrez, qui est absolument fort dans notre université pour l'ensemble des 3 facultés, y compris en faculté des lettres, où souvent on entend dire oui, mais ce sont des disciplines féminisées, vous n'avez pas les mêmes effets. Or, c'est faux, c'est ce que montrent les chiffres, et c'est l'intérêt de produire des données chiffrées, c'est qu'il y a toujours cet effet, on le voit bien dans les questions pyramidales, entre le nombre d'étudiants et d'étudiantes plus précisément, puisqu'on a plus de 60% d'étudiantes, et puis ensuite maître de conférence, maîtresse de conférence, et puis ensuite professeur des universités. On a un effet très très fort d'élimination ou de moindre ascension au cours de l'articulation du développement des carrières. Évidemment, il faudrait poser la même chose, faire le même type de recherche pour l'ensemble des caractères potentiellement discriminatoires. Avec, je pense que ça peut être aussi parmi les éléments d'un plan d'action à mettre en œuvre, voir comment le mesurer, comment le cerner, ce qui n'est absolument pas simple, mais on le voit à l'œuvre. D'ailleurs, on le voit à l'œuvre aussi bien pour le personnel enseignant que le personnel administratif, puisqu'il y a beaucoup d'administratives au sein de notre université, mais là aussi, il y a un plafond de verre pour les positions les plus hautes. Donc la question se pose à tout point de vue.
Alors, une question dans le chat, une personne qui souhaitait rebondir sur le fait qu'une intervenante, et je pense que c'était vous, Marion Marché, a déclaré avoir été assignée à son identité de « femme » et « blanche » par des représentants associatifs. Personne pense que c'est un incident sérieux et aimerait savoir quelle a été la réaction de l'université. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Je suis Oui, bien sûr. Donc, une personne qui souhaitait rebondir sur le fait qu'une intervenante a déclaré, donc il me semble que c'était vous, Marion, avoir été assignée à son identité de « femme » et « blanche » par des représentants associatifs. La personne pensait que c'était un incident sérieux et souhaitait savoir quelle avait été la réaction de l'université. Je ne comprends pas la question, je ne vois pas à quelle... Donc si la personne dans le chat peut préciser sa question. Je me demande si c'est à moi. Sainte qui avait évoqué ça, que dans la confrontation avec les interlocuteurs et interlocutrices, ça pouvait arriver qu'on ait assigné, c'est-à-dire qu'elle veut faire du travail en tant que chargée d'égalité, mais se fait critiquer dans sa position qui est représentée de manière naturalisée. Je pense que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Je donne juste mon point de vue, après vous... Non, mais en fait, c'était pas à moi que cette question était dirigée. Oui, non, excusez-moi. Ouais, mais je pense que c'est ça, en fait. Donc, en fait, c'est dans la confrontation de différentes positions, il est normal qu'on arrive par moments à des positions un peu dures et qu'on n'est pas perçu comme étant légitime dans le rôle qu'on joue, parce que ce n'est pas directement perceptible par ce qu'on incarne dans le sens propre du terme, qu'on défend les positions des minoritaires ou des personnes qui seraient dans une position défavorisée. Mais de fait, ce n'est pas lié. Je veux dire, c'est aussi la recherche de Marion Marché qui nous l'a montré. C'est que, est-ce qu'on peut simplement s'intéresser ou comprendre les préoccupations des minoritaires ou minorisés si on est soi-même dans cette situation? Je pense que non. On ne peut pas se mettre à leur place, ça c'est évident. On ne peut pas ressentir ce qu'ils ressentent, mais on peut du moins s'intéresser à leurs propos, essayer de les comprendre, et on peut évidemment les défendre. Donc des fois, on arrive à des sortes de positionnements un peu dommages, puisque cherchant plutôt le dialogue que la confrontation ou l'affrontement carrément. Donc nous, ici, à la Faculté des Lettres et à Sorbonne Université d'une manière générale, on est plutôt dans le dialogue avec les associations. On essaye de les écouter et de voir comment peuvent se rencontrer les positions institutionnelles et les positions associatives qui, par définition, sont plutôt dans la défense des intérêts particuliers. C'est logique que les associations aient ce type de position. Et je suis entièrement d'accord avec Pam Ndiaye que le monde associatif étudiant, il est présent. Il fait des choses, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais il y a relativement peu de choses qui se font, puisqu'il y a une centration quand même des étudiants sur leurs études et sur leur réussite. Ils travaillent à côté des fois, et donc il n'y a pas beaucoup de temps dans ce temps de l'étudiant à s'investir et à faire des choses d'un autre ordre. Donc d'où peut-être vraiment la réflexion à mettre en place, dans quelle mesure dans les enseignements optionnels, il ne devrait pas y avoir des formations à discrimination, etc. Je pense qu'on pourrait trouver de l'espace. Et puis, merci pour les inspirations que nous a données notre collègue Pam Ndiaye. Oui, absolument. Puis je crois que là, je me faisais aussi l'écho de ce que j'ai pu entendre de collègues. Moi, j'ai pas reçu ces attaques-là d'associations ici à Sorbonne Université, hein, soyons très très clairs. Mais voilà. Et au contraire, on essaie encore une fois de travailler main dans la main avec ces associations, avec effectivement encore une fois une temporalité, un mode d'action qui n'est pas toujours le même. Mais justement, l'idée c'est d'essayer d'échanger sur ce qu'on peut réussir à faire ensemble dans le temps qui nous est imparti, chacun au travail commun. Il y a un point aussi qui me semble absolument essentiel dans tout ce qu'on dit et ce qu'on redit depuis ce matin, ce que je trouve vraiment très dommageable, mais tant pis, je mets les pieds dans le plat, mais c'est de voir le discours de notre tutelle alimenter en ce moment des attaques sur tout ça, alors que justement ce qu'on essaie de faire, c'est d'entendre les différentes recherches existantes sur ces domaines, les différentes théories qui ne sont pas forcément d'accord entre elles, et c'est tant mieux, c'est comme ça que ça fait avancer la réflexion.
Et donc, de décrédibiliser finalement, parce que c'est comme ça que c'est ressenti par beaucoup de chargés de mission sur toutes ces questions, de décrédibiliser le travail qui est fait par un discours institutionnel qui vient nous mettre des bâtons dans les roues tout en nous disant de le faire. Voilà. Donc je trouve que c'est important de le rappeler. Je pense que nous, ça nous questionne profondément sur notre action et effectivement aussi nous met sous le feu de critiques croisées de toutes parts parce qu'encore une fois, on est toujours trop ou pas assez pour l'un, pour l'une ou pour l'autre. Voilà. Et j'entendais ce que vous disiez hier, ça faisait largement écho à la table ronde sur les étudiantes et étudiants étrangers, où on voit bien effectivement que les bâtons dans les roues sont encore plus nombreux que les autres. Voilà. Par rapport à ce que vous dites, qu'on interroge sur votre légitimité à participer ou non à ce genre d'initiative, ce que je trouve... Personne n'interroge notre légitimité de s'intéresser aux gens qui ont vécu il y a 200 ans, alors qu'on n'est pas... Alors, est-ce qu'on serait capable d'altérité vis-à-vis d'eux, mais on ne serait pas capable d'altérité vis-à-vis des gens qu'on côtoie au quotidien? Je pense que c'est à ça qu'ils doivent servir ce genre d'initiative. Et le fait qu'en fait, les questions qui sont posées sont extrêmement parlantes, c'est que... on est incapable de dépassionner ces débats, même entre nous, de prendre un peu de hauteur et de regarder un peu plus large en dehors du financement et la tâche précise. Parce que si on ne prend pas un peu de hauteur, ça ne va pas se solutionner en fait. On va, on disait ce matin, on va continuer à pédaler dans le même cercle vicieux. Ce n'est pas ça qui crée des solutions. C'est pas avec ça qu'on va évoluer. Et c'est un peu dommage. Parce que là encore, en figeant ces débats, en réifiant ces débats à une question des moyens, une question de légitimité, on échappe à la question qui est essentielle. C'est ce qui fait de nous, c'est l'humanité en fait. C'est notre humanité qui est en jeu. Et nous, en tant que chercheurs en sciences humaines, de mon humble avis, des néophytes, on est là pour ça, pour poser la question de l'humanité. Et je pense que cette question de l'humanité, elle se noie à l'intérieur de cette espèce de débat de budgétisation institutionnelle qui, certes, est très intéressant, mais ce n'est pas ce qui fait de nous des chercheurs. C'est pas pour ça qu'on se lève les matins et on prend les livres et les sources, en fait. Merci beaucoup pour à vous et à ce débat quasi institutionnel qu'on a mené là. C'est très bien, mais je voudrais quand même revenir un peu à vos deux présentations. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, ce que j'ai trouvé intéressante dans la présentation de Marion, c'est que vous avez bien fait de nous donner ces phénomènes structurels. Parce que, je veux dire, en France, on n'imagine pas une banlieue d'une grande ville qui est à 60% habitée par des Africains-Américains et qui, en plus, sont relégués dans une partie de cette ville, vous voyez. Donc, parce que ce que vous aviez l'air de dire, c'est qu'en plus, à l'intérieur de la ville, on ne les laisse pas nécessairement s'installer là où ils veulent. Donc, ça montre la proportion en fait, de la question raciale, parce que souvent on nous dit pourquoi elle est tellement au premier plan pour les États-Unis, mais parce que elle a une proportion, et si nous faisons le lien entre ce que nous avons entendu ce matin sur l'esclavage, ben voilà, il y a eu la ségrégation, donc on est encore dans des situations post-esclavagistes finalement, qui sont encore très présentes. Donc, je vous laisserai réagir. Je pose directement ma question pour Clara aussi, puisque en creux, Clara, chez vous, il y avait aussi une question des appartenances que j'ai trouvée très intéressante. C'est-à-dire que votre communication n'a pas porté uniquement là-dessus, mais elle était là en creux, et elle m'interroge sur toutes ces questions d'appartenance qui concernent aussi le contexte français par ailleurs, c'est-à-dire par rapport à son propre empire colonial. Vous voyez, je veux dire, bon, voilà, on est né quelque part, on ne l'a pas choisi, ça, c'est clair. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'appartenance nationale qui nous donne des identités ou qui nous donne des papiers pour voyager, ben, en fait, l'histoire humaine a traversé des périodes extrêmement troubles en fonction des guerres, en fonction des empires qui se sont faits et défaits.
Et quelque part, vous avez dit ça, c'est que les gens, les voyageurs, comme vous les appelez, ils étaient obligés d'adapter leur discours en fonction de ce que voulait entendre l'autorité française. Soit ils restaient sous la couronne du roi d'Espagne, alors qu'ils étaient eux-mêmes engagés dans l'indépendance, dans le mouvement indépendantiste de leur pays, ou des fois, justement, ils mettaient en avant plutôt leur nouvelle appartenance, puisque la France était rentrée en guerre avec, etc. Donc, on voit l'extrême fragilité de quelque chose qu'on a, de notre point de vue aujourd'hui européen, construit comme très solide, puisqu'on dit qu'on a des papiers. Mais pour les populations qui viennent d'anciens territoires colonisés, en fait, c'est pas si solide que ça. Vous voyez, je veux dire, moi, je suis européenne, complètement européenne, mais l'Europe a mis à l'écart l'Afrique du Nord. L'Europe, clairement, a mis à l'écart les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique qui avaient un lien fort avec la France, puisqu'ils sont devenus extra-européens. Donc, ça a modifié totalement les perceptions et les appartenances des personnes. Mais je vous laisse réagir. C'est vrai que la question des appartenances, elle est au fond. Et en fait, c'est le socle de mon travail. Parce que ma thèse consiste, je suis un groupe de personnes depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1830-35. Et au début, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis dit, bon, je vais faire l'histoire des latino-américains. Sauf qu'en fait, se pose très vite la question dans le choix de l'échantillon. Et puis vous qui êtes sociologue, c'est pas, j'ai appris ça de la sociologie et pas de l'histoire. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui est un latino-américain? Et en fait, à partir de là, j'ai dû trouver les moments où il y avait conflit pour débusquer ces personnes que je poursuis à travers l'Europe. Mais effectivement, et c'est pour ça que la question elle est de fond, parce que c'est ça qui avait créé, c'était ça l'enjeu. Et l'enjeu était celui-là, d'autant plus intéressant que en Europe, s'est posé la même question au même moment, mais avec d'autres solutions. Et un deuxième petit aparté par rapport à la France et à son empire colonial. Effectivement, il me semble qu'il y a beaucoup de nouvelles propositions qui pourraient être faites aux problématiques que la France rencontre aujourd'hui, à regarder le passé, pas forcément le sien, puisque de toute évidence, c'est encore douloureux. Mais la France n'a pas été le seul empire colonial. Regardez le Portugal, par exemple, pour mentionner quelque chose d'extrêmement riche, ou l'Espagne. Et toutes les sociétés occidentales, à mon avis, elles ont été confrontées à ce genre de questionnements. Donc, effectivement, c'est dans le fond de la réflexion. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci beaucoup, merci. Et concernant la question raciale aux États-Unis, oui, c'est pour ça que y a des logiques, des dynamiques qui sont encore extrêmement fortes aux États-Unis, qui sont beaucoup moins ouvertement raciales comme ça a pu l'être avant toute le mouvement des droits civiques des années 60, 50, 60, etc. Mais c'est des forces très puissantes qui continuent à agir et à finalement contraindre les populations, enfin certaines, les Africains-Américains de manière générale, qui subissent encore ces logiques-là très fortes. Et c'est pour ça que les manifestations Black Lives Matter qui sont nées en fait pendant la présidence de Barack Obama, qui peut être vue comme contradictoire avec un regard extérieur, ne l'était en fait pas, puisqu'il ne s'agit pas juste d'avoir des
des représentants noirs, mais il s'agit aussi il y a encore ces logiques, ces dynamiques qui sont extrêmement fortes et qui génèrent beaucoup de ségrégation dans plein de domaines. Pour la question de la banlieue, c'est intéressant et c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressée avant que je commence ma thèse. La banlieue, elle a été traditionnellement, ça j'ai pas pu revenir sur tout ce contexte-là, mais elle était traditionnellement majoritairement blanche et les populations noires n'avaient pas accès à la banlieue, ou en tout cas la plupart des banlieues pendant très très longtemps, jusqu'au mouvement des droits civiques des années 50-60. Et en 2014, il y a eu les premières émeutes à Ferguson, dont on a beaucoup parlé en France, qui représentaient les premières émeutes dans ces espaces-là de banlieue qui sont devenus de plus en plus africains-américains, comme la banlieue que j'étudie. Donc oui, l'héritage de pratiques est très fort, mais il y a des pratiques qui ça n'a fait qu'évoluer, mais voilà, sous d'autres formes. Mais ces logiques-là, raciales, sont encore très, 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 très puissantes, oui. Merci. Merci à tout le monde. On n'a plus de questions dans le chat. Donc peut-être Nassira, vous souhaitez dire un mot de la fin avant qu'on passe à la prochaine session ? Je voulais remercier les 3 intervenants, les 2 intervenantes présentes et Pape Ndiaye, je pense qu'on peut enchaîner avec la session suivante. Je pense qu'on est maintenant dans le cœur de la question des discriminations à l'université. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.